Lyon, en avril 1834, pendant la révolte des ouvriers canuts. Alors que la France entre enfin dans la révolution industrielle, les quartiers populaires de l'ancienne capitale des Gaules se révoltent contre les baisses de salaire. Indignés par leurs conditions de travail et par les machines à vapeur qui augmentent le chômage, ils affrontent la garde nationale épaulée par le 7e régiment d'infanterie. Malheureusement pour les soldats, les vétérans de Napoléon viennent prêter main forte aux canuts, transformant la ville en véritable champ de bataille. Le gouvernement tire au canon contre les barricades et fait même exécuter les femmes et les enfants sans distinction. L'armée met ainsi plus d'une semaine à rétablir l'ordre au prix d'un véritable bain de sang dont les conséquences se font rapidement ressentir. Chateaubriand parle de la fin d'une société et du début d'une nouvelle, la gauche y voit l'expression d'un nouveau combat social où les ouvriers s'opposent à la bourgeoisie. Ainsi, même si Louis-Philippe est parvenu sur le trône à la faveur d'une révolution, l'opposition n'en reste pas moins virulente après 1830. Inspirés par les événements de Lyon, les républicains, les bonapartistes et même les légitimistes accusent le gouvernement de ne servir que les intérêts des hommes d'affaires. La couronne doit de toute urgence trouver un moyen de rétablir son image dans l'opinion, et c'est par la guerre qu'elle espère détourner l'attention. Charles X avait conquis Alger pour gagner des élections qu'il avait finalement perdues, et bien la monarchie de Juillet s'engage sur la même voie malgré l'échec du régime précédent. Elle lance la conquête, puis la colonisation de l'Algérie, faisant basculer le Maghreb tout entier dans la guerre. Le saviez-vous, tout au long de l'histoire, les généraux ont rivalisé d'imagination pour stimuler la combativité de leurs soldats. Chez les Vikings, par exemple, une drogue très répandue était l'amanite tumouche. Les soldats consommaient ce champignon aux propriétés hallucinogènes qui les faisait rentrer, selon la légende, en communication avec Odin. Ils devenaient alors des berserkers dont la furie motivait leurs compagnons sur le champ de bataille. 1000 ans plus tard, pendant la guerre de sécession américaine, les généraux de l'Union poussaient les nouvelles recrues à consommer du café entre chaque combat. Chaque soldat pouvait recevoir jusqu'à 16 kg de grains à moudre chaque année pour être sûr d'avoir son shot de caféine avant de partir au front. Bien sûr, aujourd'hui, nous savons que l'amanite tumouche comme l'excès de café comporte des risques. Pourtant, et moi le premier, je suis souvent fatigué quand je commence ma journée et j'aurais bien besoin d'un stimulant pour me remotiver. Heureusement, notre partenaire du jour, Oli, a trouvé la solution à ce problème. Avec des thés glacés et des boissons énergisantes contenant 0% de sucre, Oli fait livrer chez vous de quoi vous préparer la meilleure des mixtures. Les produits arrivent sous forme de poudre, placés dans un petit sachet ou dans une boîte avec un doseur, puis sont inversés dans un shaker spécialement fourni. Ensuite, rien de plus simple, vous ajoutez de l'eau, normale ou pétillante, vous mélangez quelques secondes et votre boisson est prête. À titre personnel, j'ai utilisé Oli Energy goût framboise. La recette est délicieuse et c'est un mélange à base de New Caf, c'est-à-dire que la caféine utilisée est cristallisée et que son effet dure beaucoup plus longtemps. Fini les coups de barre à la fin de journée, ma boisson énergisante aux arômes et aux colorants naturels me maintient sur le pied de guerre jusqu'au soir. En cliquant sur le lien juste en dessous, profitez de 5 € de réduction sur votre première commande. On vous conseille les packs découvertes pour trouver votre saveur préférée qui contiennent des échantillons de la plupart des boissons disponibles. Avec le code Bataille de France 5, l'un de ces packs découvertes vous reviendra à seulement 20 €, alors bonne vidéo avec Oli. Au début des années 1830, la monarchie de Juillet hérite de la conquête d'Alger, mais également d'une question délicate pour sa politique étrangère. Officiellement, le roi précédent, Charles X, a livré une guerre contre l'Empire ottoman, dont la capitale est à Constantinople. L'ancien roi de France a libéré la Grèce de la domination turque, cherchant notamment à s'allier aux Russes qui voulaient s'étendre vers le sud. Dans le même esprit, il est intervenu contre la régence d'Alger, cherchant par là un peu de gloire militaire à mettre en avant dans la presse. Le frère de Louis XVI a notamment vanté les mérites de sa marine, qui remportait là quelques victoires suite aux nombreux échecs de Napoléon. Seulement, après le changement de régime à Paris, l'armée d'Afrique n'a plus de plan pour la suite. Les 35 000 hommes dont elle dispose attendent que Louis-Philippe leur donne des ordres, mais ce dernier n'est pas clair dans ses intentions. Que faire en effet de la conquête de son prédécesseur? Faut-il l'abandonner, comme le demande la Grande-Bretagne, ou faut-il plutôt la conserver pour le prestige? Au début du règne du roi des Français, personne n'a de réponse à ces questions. Pour comprendre comment la position de Paris évolue sur le sujet, revenons quelques instants à notre infographie développée dans l'épisode 5. Sur ce tableau, nous voyons que les orléanistes, c'est-à-dire ceux qui soutiennent le régime de Louis-Philippe, dominent les institutions entre 1830 et 1848. À leur droite, les légitimistes sont les partisans du comte de Chambord, que certains appellent déjà Henri V, et ces derniers sont très populaires dans les campagnes où vit la majorité de la population. Si des élections purement démocratiques étaient organisées, ce descendant de Louis XVI aurait de très fortes chances de retrouver son trône.
En plus, le courant légitimiste n'est pas le seul à s'opposer aux orléanistes. À gauche, les bonapartistes et les républicains donnent aussi de la voix à mesure que s'aggrave la crise sociale. Ils sont assez populaires dans les grandes villes, où la révolution industrielle bat son plein et où la classe ouvrière s'oppose de plus en plus à la classe bourgeoise. Depuis la mort de l'Aiglon, le fils de Napoléon en 1833, c'est le neveu de l'empereur qui reprend le flambeau des Bonaparte. Louis-Napoléon rallie à lui les vétérans de la Grande Armée et tente par 2 fois d'organiser un coup d'État contre Louis-Philippe. Malheureusement pour lui, il est condamné à de la prison, mais il en profite aussi pour redéfinir la doctrine de son mouvement. La France étant traversée par de nombreux événements qui accélèrent le développement du socialisme, l'héritier de l'Empire s'autoproclame partisan de ce courant politique. Il fait ainsi un appel du pied aux républicains, qui sont partagés entre l'héritage de Lafayette et l'héritage de Robespierre. Pour les premiers, la République devrait être libérale, pour les seconds, la République devrait plutôt être socialiste. Chacun d'entre eux voit néanmoins dans la monarchie de Juillet un régime de plus en plus conservateur qui verrouille progressivement les institutions. Maintenant, comme 99% des Français n'ont pas le droit de vote et qu'une bonne partie de la bourgeoisie, fortunée ou non, parvient à s'enrichir, Louis-Philippe résiste aux critiques. Il reste néanmoins attentif à la contestation car il sait que les campagnes sont généralement à droite et que les quartiers ouvriers sont généralement à gauche. En cas de crise économique aggravée, il n'est pas certain que la garde nationale suffise à contenir la vague de contestation. Dans ce cadre, est-ce que l'Algérie pourrait apporter à la couronne un peu de gloire militaire à partager dans la presse ? L'ancienne Régence est un territoire immense, bâti entre la côte méditerranéenne et les monts Atlas, d'environ 2000 km de longueur et au moins 400 km de profondeur. Il serait peuplé d'environ 2 à 4 millions d'habitants selon un rapport français de 1834, contre environ 30 millions pour la France. Néanmoins, les auteurs de cette étude anticipent aussi de grandes difficultés en cas de guerre de conquête. Le pays a souvent été envahi mais n'a jamais été vaincu, écrivent-ils. Les chefs locaux défendent farouchement leur indépendance, d'autant plus que le relief montagneux rendrait une offensive générale extrêmement coûteuse. Par contre, souligne le rapport, les peuples qui habitent en Algérie vivent ensemble sans jamais vraiment se mélanger. Les villes côtières sont habitées par des Turcs, les centres-villes sont habités par des Juifs, les montagnes sont peuplées de Kabyles et les plaines sont peuplées par des Arabo-berbères. Il arrive que des familles issues de ces groupes ethniques différents se marient entre elles, mais les communautés vivraient la plupart du temps de façon séparée. En somme, si l'autorité française veut se superposer à l'autorité vaincue, elle devra les contenter les unes après les autres, ou bien attiser la discorde entre leurs chefs pour les diviser. Alors, devant ce territoire aussi vaste que diversifié, l'armée d'Afrique doit-elle s'enfoncer dans les terres ou bien rester calfeutrée derrière les murs d'Alger ? Dans un premier temps, la France, qui cherche à éviter un conflit avec l'Europe, fait plutôt profil bas. Les grandes puissances se méfient en effet du roi des barricades et Paris anticipe le scénario du pire, c'est-à-dire une guerre généralisée contre ses voisins. La première décision de Louis-Philippe est ainsi de diminuer l'effectif du corps expéditionnaire, qui passe brutalement de 35 000 à moins de 15 000 hommes. De plus, comme les Britanniques font toujours pression pour que la Cité Blanche soit rendue à Constantinople et que Paris a besoin du soutien de Londres pour faire face aux puissances absolutistes, le roi des Français pousse vers le statu quo. Il nomme un certain Clausel à la tête de l'armée d'Afrique, qui reçoit pour mission d'occuper Alger sans provoquer de guerre ouverte avec ses nouveaux voisins. Sans tarder, Clausel tente alors de manœuvrer par la diplomatie en tentant de superposer l'autorité française à l'autorité vaincue. Puisque l'ancien Dey était suzerain de 3 beyliks, soit le beylik de Constantine, celui d'Oran et celui de Titérie, il demande la soumission de ces 3 provinces à la France. Les Beys lui opposent néanmoins un refus catégorique, arguant que seul le sultan de Constantinople pourrait leur donner des ordres et qu'ils sont de toute façon autonomes, voire indépendants. Qu'importe, même s'il échoue à rallier les pouvoirs locaux, Clausel retente sa chance auprès des tribus qui habitent les plaines et les montagnes. Comme les Turcs ont longtemps gouverné en excluant les autres groupes, le Français espère s'attirer la sympathie des Arabo-berbères qui ont parfois lutté contre le Dey. Malheureusement pour lui, dès lors que ses troupes tentent de sortir des murs d'Alger, leurs avant-postes sont mis à sac. La réalité du terrain douche très vite les espoirs de Clausel. Loin d'être accueillis en libérateurs comme il l'aurait souhaité, les Algériens refusent la domination tricolore. Les tentatives de conquête par la diplomatie échouent donc lamentablement, si bien que l'armée d'Afrique devra utiliser le canon pour sortir de la Cité Blanche. Pendant les premières années de sa présence en Algérie, la France s'impose sans peine dans les grandes villes, mais a de grandes difficultés à contrôler l'arrière-pays. Par exemple, Oran est occupée dès 1831, mais dès lors que les troupes s'enfoncent dans les terres, elles sont prises à partie par des locaux qui les accueillent à coups de feu ou à coups de sabre.
Symbole de l'hésitation française, les gouverneurs se succèdent à la tête de l'armée d'Afrique sans pour autant définir une stratégie globale dans la région. Entre 1830 et 1834, Paris nomme puis renvoie 4 généraux qui font face à une résistance de plus en plus marquée dans les campagnes. Alors, à court d'hommes et de matériel, les Français se reposent très vite sur des autochtones qu'ils appellent les troupes indigènes. Ce terme désigne les habitants originaires du pays conquis qui entrent au service de la couronne avec un statut de mercenaires ou de troupes régulières. Or, comme nous l'avons dit, les populations algériennes sont souvent divisées à la fois ethniquement et géographiquement, si bien que les tribus sont parfois rivales les unes des autres. Certains chefs sont plutôt calculateurs et offrent leurs services aux Français, profitant de leur protection pour aller piller les terres voisines. C'est ainsi qu'un certain Youssouf, algérois et musulman d'origine italienne, devient capitaine d'un escadron de cavalerie légère au service de la France. De son vrai nom Joseph Ventini, lui et ses troupes indigènes, appelées Spahis, servent à la fois d'éclaireurs, de troupes de choc et de traducteurs. Clausel et ses successeurs en profitent pour lancer de véritables razzias dans les campagnes, auxquelles participent d'ailleurs les tribus alliées. Pour l'instant, l'objectif est soit de dissuader les Algériens d'attaquer ces avant-postes, soit d'attiser les divisions entre les habitants de l'ancienne régence. Arrivée en 1832, l'armée d'Afrique, réduite à 15 000 hommes, compte de plus en plus sur ses supplétifs algériens pour conquérir la côte. Le contexte diplomatique est également plus apaisé, les Français et les Britanniques ont fait alliance en Belgique autour du roi Léopold, ce qui réchauffe les relations entre les deux couronnes. Les Anglais vont quand même soutenir tous les opposants à la conquête française, mais sans pour autant y aller frontalement, ce qui laisse à Paris des marges de manœuvre. Alors, à la tête de son escadron de cavalerie, le capitaine Youssouf réalise un exploit qui aura de grands retentissements dans les annales militaires. Tandis que l'armée française approche de la ville de Beaune, le Spahi se rend devant la citadelle qui surplombe la cité, puis demande à voir les chefs de la garnison. Comme il parle couramment arabe, turc, italien et français, il aurait réussi à bluffer les gardes en se faisant passer pour un ami. On ne sait pas exactement ce qu'il a raconté, mais selon le rapport de son officier supérieur, il se serait fait ouvrir les portes alors qu'un détachement de marine était planqué juste derrière. Profitant peut-être de complices à l'intérieur de l'enceinte, il aurait ainsi trompé la vigilance des capitaines ennemis, permettant à l'armée d'Afrique d'investir la place. À Paris, où la presse s'empare rapidement de cette anecdote, les députés parlent déjà de coup du siècle. Même Louis-Philippe est impressionné par cet exploit et transmet à Youssouf les félicitations officielles de son gouvernement. Ce dernier est promu colonel et reçoit la Légion d'honneur, un événement plutôt rare pour un soldat musulman. Malheureusement, après les récits d'exploits et de victoires rapides, viennent aussi les nouvelles de désastres et de crimes. L'opposition à la conquête est en réalité très forte dans les chambres parlementaires, leurs critiques concernent notamment le coût de l'opération et les violences à l'encontre des Algériens. Par exemple, on raconte que les soldats de l'armée d'Afrique détruisent des mosquées pour soumettre les populations. On raconte également qu'ils ferment les yeux quand leurs alliés locaux pillent les tribus voisines et que les Français enchaînent les exactions contre les simples civils. Pire, après l'annonce des premiers succès viennent l'annonce des premières défaites. À Macta en 1835, puis devant Constantine en 1836, les troupes coloniales sont mises en déroute par des Algériens révoltés. Équipés désormais de fusils britanniques qui rivalisent avec ceux des Français, les Arabo-Berbères et les Kabyles tentent des embuscades à l'envahisseur qui recule sur tous les fronts. Alors, les députés d'opposition se lèvent et demandent pourquoi. Pourquoi avoir envoyé autant de soldats mourir en Afrique? Quel est le but de cette guerre et pour quel bénéfice la couronne s'aventure-t-elle au Maghreb central? Le gouvernement essaie de se défendre, il évoque par exemple le statut de nombreux esclaves qui ont été libérés par les soldats. La traite arabo-africaine est encore très présente dans le pays et la couronne essaie de présenter tant bien que mal un bilan positif. Cependant, l'opposition n'est pas dupe, les témoignages de violence affluent vers Paris et ceux-ci font écho à ceux contre les canuts dont nous avions parlé dans l'épisode 6. Louis-Philippe est placé devant un dilemme politique, soit il abandonne l'Algérie mais risque de passer pour le vaincu, soit il s'entête et pousse ses pions au risque de passer pour un souverain sans cœur. Le roi des Français a peut-être hérité d'un cadeau empoisonné de la part de Charles X. Ainsi, la monarchie de Juillet apparaît très hésitante sur sa politique algérienne. Rappelons que contrairement à Louis XVI ou à Charles X, la couronne d'Orléans ne gouverne pas selon un droit divin. Elle règne selon un droit national et la moindre défaite pourrait provoquer un désaveu dans l'opinion. Néanmoins, Constantine finit quand même par tomber en 1837, ce qui efface la honte de l'échec précédent. Grâce à l'envoi de renforts et grâce à de l'artillerie de montagne, le drapeau tricolore flotte finalement sur cette cité stratégique située à quelques kilomètres de la frontière tunisienne. 3 ans plus tard, on raconte aussi qu'un détachement de 123 Français aurait résisté à une embuscade tendue par plus de 1000 Algériens. Appelé combat de Mazagran dans la presse, l'envahisseur profite de sa puissance de feu qui aurait décimé la cavalerie berbère à bout portant. Cette victoire a beaucoup de retentissement et fait oublier les exactions contre les civils.
Bref, Louis-Philippe en est de plus en plus convaincu, s'il ne peut pas reculer en Afrique du Nord parce que le coût en termes de réputation serait trop élevé, alors autant forcer le cours des choses. Aux citoyens français, il leur apportera des victoires militaires, à l'opposition qui fustige les massacres et les mosquées détruites, il n'aura qu'à dire qu'il a lutté contre l'esclavage. À partir de 1840, le roi annonce faire de l'Algérie une colonie à part entière, qui devra selon ses propres termes, rester pour toujours à la France. Au début des années 1840, la monarchie de Juillet engage la France dans une politique de conquête et de colonisation de l'Algérie. C'est désormais une question de prestige, d'autant plus que Louis-Philippe doit régner dans l'ombre de l'un des plus grands généraux de l'histoire. Dans un contexte où les artistes romantiques célèbrent encore la légende de Napoléon, s'avouer vaincu en Afrique du Nord entamerait grandement la réputation des Orléans. D'ailleurs, peu avant Noël 1840, le roi des Français n'a pas résisté à rapatrier les cendres de l'empereur aux Invalides. Une foule immense s'est réunie pour voir passer son cortège funèbre, preuve que les Parisiens n'ont pas oublié le souvenir de ses victoires. Alors, imaginez l'embarras du gouvernement s'il devait annoncer juste après le retour des cendres une défaite militaire. Un retour en arrière au Maghreb serait politiquement trop risqué, sans parler des coûts financiers exorbitants consentis depuis 10 ans. Louis-Philippe veut donc rentabiliser sa conquête, et ce, quel qu'en soit le prix. Pourtant, même si la France a pris le contrôle de la côte algérienne, elle est encore très loin d'avoir gagné la guerre. Le drapeau français flotte sur Constantine, sur Oran, sur Tlemcen, sur Mascara, les premiers colons sont arrivés d'Europe et établissent des fermes expérimentales dans la plaine de Mitidja. L'objectif des autorités est d'y faire pousser des produits plus ou moins exotiques avant de les exporter vers le vieux continent, de manière à rentabiliser la colonie. De l'autre côté, la résistance s'organise depuis quelques années autour d'un chef charismatique nommé Abdelkader. Cet homme a seulement 22 ans quand Alger tombe aux mains de Charles X et il aura 40 ans quand Louis-Philippe prendra son trône en 1848. Fils d'un très haut dignitaire de la Régence, on raconte que sa famille descend directement de celle du prophète de l'islam. Cela ne lui donne pas forcément de statut politique, mais cela lui vaut au moins le respect de toutes les tribus, qu'elles soient amies ou rivales de la sienne. Maintenant, comme les Français ont supprimé la Régence en 1830, l'Algérie est plongée dans un vide institutionnel. Pour reconstruire un corps politique, il n'y aurait que la religion qui peut servir de base, et Abdelkader s'impose naturellement à la tête de la résistance. Comme il est l'héritier d'une famille respectée, voire divinisée par tous les musulmans, il prend le titre de sultan, de calife et de commandeur des croyants. Même s'il préfère plus modestement le titre d'émir, son charisme et sa piété font de lui un chef rassembleur qui impressionne au-delà du cercle de ses partisans. Quand il prie, déclare un Français rallié à la cause algérienne, Abdelkader est un ascète. Quand il dirige, Abdelkader est un souverain. Quand il parle de guerre, avec ses beaux yeux clairs et ses longs cils noirs, Abdelkader est le premier soldat de l'islam. L'émir appelle donc au djihad contre l'envahisseur, promettant une lutte acharnée contre Paris. Seulement, comment l'émir peut-il tenir sa promesse de faire le djihad aux Français alors que ces derniers ont pour eux la puissance de feu ? Malgré la livraison de fusils britanniques aux Algériens, l'armée d'Afrique dispose de canons et d'obusiers qui sèment la mort dans les rangs d'Abdelkader. De plus, malgré le charisme du commandeur des croyants, la fidélité des tribus lui est très variable. Quand il gagne, il est soutenu par de nombreuses familles qui se prosternent devant lui. Quand il perd, les chefs s'en vont offrir leur service aux conquérants. En 1836, par exemple, un certain Mustapha Ben Ismaïl, de la tribu des Douers, s'engage auprès des tricolores en échange d'un statut privilégié pour ses hommes. Du haut de ses 80 ans, Mustapha charge sans faiblesse à la tête de ses troupes, protégeant ainsi les flancs de l'infanterie française. Bref, la seule solution pour l'émir est de disperser ses cavaliers en petits groupes et d'attaquer l'ennemi là où il s'y attend le moins. Comme le camp d'en face se déplace toujours avec de l'artillerie, sa vitesse de marche est souvent très lente et ses soldats peuvent les embusquer dans les montagnes. Quand les Français sont bloqués par une rivière par exemple, les Arabo-Berbères leur foncent dessus à dos de cheval. Si l'ennemi resserre les rangs, Abdelkader se retire puis recommence l'opération quelques kilomètres plus loin. De même, il n'hésite pas à terroriser les Européens dans la Mitidja, livrant ainsi une guerre sans répit contre les colons. Un négociant aurait notamment été décapité par des Berbères, provoquant un vent de panique chez les Français. En 1841, quand Louis-Philippe décide de lancer la colonisation de l'Algérie, il sait que la résistance d'Abdelkader sera difficile à vaincre. Pour cette raison, il fait passer les effectifs de l'armée d'Afrique de 15 000 à 30 000 puis à 70 000 hommes. C'est désormais un tiers de l'armée régulière du royaume qui est en service au Maghreb et le roi nomme le général Bugeaud à la tête de ses troupes.
Pour cet ancien officier de la Grande Armée, la guerre contre l'émir ressemble de près ou de loin à la guerre de Napoléon contre les Espagnols. Il compte alors combattre en Algérie de la même façon que les Français ont combattu les guérilleros au moyen de stratégies qui ont déjà fait leurs preuves. Pourtant, en tant qu'ancien député de la Dordogne, Bugeaud a aussi longtemps été opposé à la conquête du Maghreb. Il estime que la France a fait une erreur en s'aventurant ici car le conflit ne rapporterait rien, sinon quelques gloires faciles pour les jeunes promus dans les écoles militaires. Néanmoins, les ordres étant les ordres, le général déroule son plan. Pour lui, le danger principal est d'être pris en tenaille entre le Maroc à l'ouest et la Tunisie à l'est. L'émir a reçu le soutien logistique et diplomatique de ces deux pays, il en a profité pour placer ses lignes d'approvisionnement hors de portée des Français. Ainsi, à Constantine, non loin de la frontière tunisienne, ainsi qu'à Tlemcen, non loin de la frontière marocaine, sont construites des défenses considérables. Bugeaud fait ériger entre ces deux points d'appui des centaines d'avant-postes, puis les fait protéger par des tranchées, par des redoutes et par des palissades. Ces fortins ne peuvent accueillir qu'une petite garnison, mais ils sont reliés entre eux par le télégraphe optique, ainsi que par des routes construites en un temps record. Devant chaque ville majeure, devant chaque village important, devant chaque carrefour stratégique, Bugeaud installe des casernes de façon à quadriller complètement l'arrière-pays. Abdelkader est contraint de reculer pour se réorganiser et d'allonger dangereusement ses lignes d'approvisionnement. Alors, voici comment un vétéran d'Espagne rompu à la lutte contre les guérilleros cherche à vaincre la résistance algérienne. En s'appuyant sur des troupes légères, coordonnées entre elles via le télégraphe, qui prennent appui sur un réseau de fortifications ultramodernes, il reprend complètement l'initiative et accule l'émir dans les montagnes. Bugeaud se débarrasse aussi de ses canons encombrants, ne les réservant qu'à la défense des places fortes ou à l'assaut sur des positions retranchées. Seulement, comme Abdelkader reste populaire, le général qui vient de recevoir son bâton de maréchal met en place une tactique de terreur à l'encontre des populations. Les Algériens ne moissonneront pas, écrit-il à ses hommes. Ils ne pâtureront pas et ils ne cultiveront pas sans l'accord de l'autorité coloniale. Ceux qui refusent la soumission seront fusillés, ceux qui s'échappent seront poursuivis, ceux qui sont retrouvés seront exécutés et leurs champs de culture seront brûlés sans sommation. Bugeaud ordonne ainsi des razzias systématiques contre les tribus ralliées à la cause de l'émir, avec pour objectif d'affamer son armée. Au début des années 1840, la conquête de l'Algérie par l'armée du maréchal Bugeaud prend une allure particulièrement violente. Aidée par des troupes indigènes ainsi que par des alliés algériens de la France, elle organise des razzias systématiques contre les partisans de l'émir. L'opinion française en métropole est sous le choc, même les simples soldats en service au Maghreb ne comprennent parfois pas les ordres. « Je passe mon temps à tuer », s'indigne l'un d'entre eux dans une lettre. « Au lieu de me battre contre un ennemi en armes, je m'occupe à soigner les blessés et à consoler les enfants en pleurs. » Le soldat estime que cette guerre est horrible, mais il reconnaît que c'est nécessaire, car après tout ce sont les ordres. D'ailleurs, Bugeaud en personne désapprouve la tournure des événements, même s'il en est le premier responsable. L'Algérie sera pour la monarchie de Juillet ce que l'Espagne fut à Napoléon, prévient-il. Au lieu de déployer des forces énormes, il aurait fallu chercher la paix avec les arabo-berbères et ainsi parvenir à un accord. La lecture des témoignages de soldats comme de commandants nous donne l'impression que personne ne voulait faire cette guerre. Louis-Philippe non plus n'en rêvait sûrement pas, mais s'avouer vaincu lui aurait coûté beaucoup plus cher que les réprimandes de l'opposition. Sous la pression du maréchal Bugeaud, Abdelkader est contraint de battre en retraite et de se replier vers Tagouine. De nombreuses tribus commencent à l'abandonner à cause des razzias qui affament leurs troupes, mais l'émir dispose encore du soutien du Maroc. Pendant ce temps, les Français font installer dans le nord du pays des dizaines de milliers de colons venus de toute l'Europe. Selon un rapport de l'armée d'Afrique, il y aurait environ 110 000 Européens installés en Algérie à la fin des années 1840, soit 3 à 4% de la population totale. Les nouveaux arrivants prennent rapidement les postes clés et transforment Alger en une cité bouillonnante où se mêlent marchands et paysans venus du monde entier. De l'autre côté, Abdelkader tente de s'organiser, mais Bugeaud ne lui laisse aucun répit. L'émir s'est fortifié dans la Smala, lieu de réunion avec toutes les tribus encore en guerre, et il appelle ses partisans ainsi que leurs familles à le rejoindre. Or, en 1843, Bugeaud fait aussi marcher ses colonnes sur Tagouine, expédition à laquelle participe le colonel Youssouf. C'est d'ailleurs grâce aux précieux renseignements de ce spahi que les Français trouvent le campement d'Abdelkader et que le maréchal peut lui porter un coup décisif. La cavalerie française se jette dans la Smala à la surprise générale, prenant les Algériens au dépourvu. Ensuite, l'émir parvient quand même à s'échapper et à se réfugier au Maroc, mais Bugeaud infatigable le poursuit sans relâche. Ses colonnes traversent la frontière marocaine et engagent les troupes du royaume chérifien à Isli en 1844.
La bataille se solde par une victoire décisive de la France, qui demande donc à son voisin d'expulser Abdelkader. Après les batailles de L'Asmala et d'Isly en 1843 et 1844, les Français semblent avoir gagné la guerre. Abdelkader se rend en 1847 et part pour un long exil vers la France, où les journaux s'empressent de célébrer sa défaite. Même si l'émir devient une figure respectée, voire saluée dans le pays qu'il a combattu, c'est Louis-Philippe qui en ressort gagnant. Comme le souverain a pris soin d'envoyer ses fils participer aux opérations, la famille royale se couvre d'éloges et prétend désormais marcher dans les pas de Napoléon. Néanmoins, la reddition de l'émir ne signifie pas forcément la fin des hostilités. Des colons dans la Mitidja chassent les paysans algériens de gré ou de force et des cavaliers berbères viennent au secours des seconds pour les aider à reprendre leurs terres. Bugeaud se montre alors sans pitié, même s'il reconnaît que ces tribus sont animées d'une juste fureur, il fait capturer leurs familles puis les fait enfermer dans des grottes. Il ordonne ensuite aux soldats d'allumer des feux, dont la fumée se répand rapidement dans l'espace clos, de façon à étouffer les prisonniers. Cette technique d'exécution de masse par asphyxie, appelée enfumade, provoque un véritable tollé en métropole. Bugeaud, cependant, persiste et signe, si le régime a voulu la conquête et la colonisation, le maréchal estime que les parlementaires devraient assumer. Sans cette politique de terreur, voire d'extermination, jamais les colons n'auraient pu quitter les murs d'Alger. De l'autre côté, le gouvernement ressort les mêmes arguments pour répondre aux critiques. Pour donner des gages à l'opposition qui s'enflamme contre les enfumades, Louis-Philippe promet l'abolition de l'esclavage sur le territoire conquis. Il promet ainsi que l'armée ne fera pas que pacifier par la répression et qu'elle mettra également fin à la traite, que ce soit celle des Africains ou celle des chrétiens. Elle va également construire des routes, moderniser les infrastructures et bâtir des villes. Dans les mots de Bugeaud, elle va appliquer la stratégie de l'épée et de la charrue. La France va réprimer fortement les populations qui s'opposent à elle, tout en transformant l'Algérie en profondeur. Cette tactique permet de vaincre Abdelkader et de lancer la colonisation à grande échelle, même s'il faudra attendre encore quelques décennies avant que la France ne soit maîtresse du pays. Maintenant, reste à savoir si les échos des triomphes et du progrès seront assez forts pour couvrir ceux des massacres et des immoralités. Car tel Charles X qui pensait trouver au Maghreb un peu de sympathie populaire, Louis-Philippe s'est peut-être trompé en y envoyant ses troupes. Moins d'un an après la reddition de l'émir, une nouvelle révolution parisienne va en effet lui coûter son trône. Le sang et l'argent versés dans l'ancienne régence n'a visiblement servi à rien, et le destin de la France semble à nouveau sur le point de basculer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et pourquoi pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Rien n'aurait été possible sans notre partenaire, Oli, qui vous propose des boissons énergisantes et hydratantes sans sucre et sans taurine. Livrées chez vous sous forme de poudre à mélanger avec de l'eau dans un shaker, vous aurez de quoi vous préparer la meilleure des mixtures au goût de votre choix. On vous recommande de choisir un pack découverte pour trouver votre arôme préféré avec le code BATAILLE5 qui vous donnera droit à 5 € de réduction. Quant à nous, rendez-vous très vite pour l'épisode 8 où nous verrons si Louis-Philippe réussira à maintenir sa dynastie sur le trône. Sa victoire contre Abdelkader était censée le couvrir de gloire, mais il est rapidement rattrapé par la situation économique du royaume. La France est à l'aube d'une nouvelle révolution, alors à très vite sur Bataille de France.